Bonjour à tous, bienvenue chez Vatira Library. Aujourd'hui, je reçois une femme au parcours aussi inspirant que bouleversant. Une femme décorée de la Légion d'honneur, engagée, forte et pourtant elle a vécu des violences conjugales pendant des années. À travers son livre, Quand les portes et les volets sont clos, elle met des mots sur une réalité encore trop souvent invisible. L'emprise des violences psychologiques, physiques, financières, mais aussi tous ceux qui se jouent dans le silence. Le but de cet échange n'est pas seulement de raconter, c'est de comprendre, de prévenir et peut-être d'aider celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Marie-Christine, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour à toi, merci de me donner la parole. C'est bien, je pense que ça va être utile pour certaines femmes. Je Complètement. l'espère en tout cas. Complètement, et moi j'ai très hâte de cet échange. Bon, on va commencer par une question un peu classique. Ton livre s'appelle Quand les portes et les volets sont clos. Donc moi j'ai lu ton livre, donc le but c'est pas de spoiler nos auditeurs, mais finalement pourquoi ce titre-là et pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aboutir sur ce projet? Alors, le titre, c'est parce que mon cri d'appel au secours était quand les portes et les volets sont clos, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, c'était ça mon cri. Peu de monde l'a entendu, une personne l'a entendu. Et pourquoi j'ai écrit? Parce que lorsque j'ai décidé de déposer plainte, j'avais un ami qui était policier et qui m'a dit, tu sais, si tu n'écris pas tout ce qui se passe, tu risques d'oublier. Et c'est tellement vrai parce qu'on reste focus sur tout ce qui s'est passé, le plus important en fait. Une tentative de meurtre, des choses, voilà, la première claque, et toutes ces petites choses qui en font énormément, eh ben, effectivement, on peut les oublier puisque moi, j'avais écrit ça dans un carnet des années auparavant. Et puis, lorsque j'ai fait l'émission Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard, elle m'a dit, pourquoi toi, tu n'as pas écrit de livre? Et je lui dis, mais en fait, mon livre, il est écrit, sauf que je ne sais pas si je sais écrire, en fait. Et ben voilà, j'ai pris rendez-vous avec Maïli et effectivement, elle a lu mon livre et elle m'a dit, mais en fait, c'est très bien, quoi. Il y a rien à refaire, rien à redire, voilà. En fait, quand on lit ton livre, on voit que c'est en fait c'est des successions d'événements, c'est dans ta tête, mais aussi dans ton environnement et dans ce que tu vis. Donc pour nos auditeurs qui viennent d'arriver sur ce podcast-là, de quoi parle ton livre si toi finalement tu devrais le résumer? Alors mon livre, c'est une autobiographie, donc c'est ma vie de violence conjugale pendant plus de 20 ans que j'ai subie. Comment j'en suis sortie et j'y suis arrivée. Donc je me dis que si ça peut aider une femme, ne serait-ce qu'une, j'aurais gagné en fait. Mmh. Puisque c'est de se dire, ben non, je suis pas folle. Ce que je vis, ben elle l'a vécu. Non, je suis pas folle en fait. Et elle, on l'a cru. Alors pourquoi pas moi? Mmh. C'est ce cri Complètement. d'espoir que je veux donner. Et ce livre, finalement, est-ce que tu l'as écrit pour te libérer, pour alerter, un peu des deux? Alors ce livre, je l'ai écrit au départ pour ma fille, parce que j'avais dit un jour, quand je serai morte, elle le lira, en fait. Et puis, après les 2 passages à l'émission télé de Faustine, on a discuté, elle me dit: «Ce livre, il peut t'aider, il peut aider d'autres personnes». Et je me suis dit: «Ouais, c'est vrai». Et en fait, je me suis replongée dedans puisque moi, ce livre, il était écrit depuis quelques années et je me suis replongée dedans puisqu'il était écrit sur un carnet, donc il a fallu que j'envoie ça, sur ordi à Maïli, donc il a fallu tout que je retape. Et là, j'ai relu et je me dis: «Ouais, je pense que ça peut aider». Parce que j'aurais eu ce livre, moi, à l'époque, peut-être que je me serais aperçue de certaines choses et je me serais dit: «Ouais, mais c'est pas normal» et en fait, c'est pas moi qui suis folle et elle, on l'a cru, alors pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je pars pas plus tôt? Parce que on peut me croire et en fait, moi, j'avais peur de ça. C'est Mmh. une des raisons pour laquelle je ne suis pas partie, mais il y en a eu d'autres. Mais c'était aussi lui qui me disait souvent: «Mais qui te croira?» Parce que quand c'est fait derrière les portes et les volets, personne, il y a pas de témoin. C'est Donc clos. pourquoi me croire plus moi que lui? Complètement, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, toi, ton histoire, elle a pas commencé dans la violence. Vraiment, tu retranscris tout au début quand tu le rencontres et puis finalement, tu parles d'intuition, tu sentais pas depuis le début. Enfin, pour les auditeurs, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur justement ce cheminement? Parce que extérieurement, et ça, c'est des choses qui reviennent toujours de la bouche des hommes, de la bouche des femmes.
pourquoi t'es pas parti? Non mais moi je comprends pas, quelqu'un me fait ça mais je pars direct, etc. Et les gens ont tendance à beaucoup trop minimiser qu'est-ce que c'est de d'être sous emprise face à nous quand on a des personnalités qui sont sociopathes, qui ont des troubles psychologiques, etc. C'est Pervers hyper narcissique, ouais. exactement, donc c'est hyper compliqué. Donc l'idée aussi, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aussi, tu vois, donner une sorte de pas de feuille de route. Dans notre génération, on parle beaucoup de red flag, de Flag, green flag, exactement. Bon, parfois, on a tendance un peu, je trouve, à trop exagérer les red flags, etc. et les green flags. Mais là, typiquement, par exemple, aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent, est-ce que tu peux un peu parler de ta rencontre, de cette intuition-là, pour que ça puisse aussi éclairer peut-être d'autres personnes qui ont commencé une relation, qui sont dans une relation et se dire, mais ok, ça c'est ok, et ça c'est pas ok en fait. Quand on s'est connus, on travaillait tous les 2 en grande surface. Et il venait me voir régulièrement, parce que moi je vendais des CD et des vidéos à l'époque. Il venait me voir tous les jours. Lui était déjà avec quelqu'un, mais me racontait un petit peu parce qu'il venait régulièrement. Ça a peut-être duré 3-4 mois avant où il venait tous les jours, vraiment. Et petit à petit, on s'est confié l'un et l'autre. Donc lui me disait qu'il était pas heureux en couple, qu'il cherchait quelqu'un d'autre, que pour lui sa vie avait été compliquée, que ses parents donnaient plus d'attention à sa sœur qu'à lui. Donc, je me suis pris un peu d'amitié et de pitié pour lui. Au départ, je lui dis le pauvre, enfin pourquoi, etc. Et puis il venait, et ce qui devait arriver arriva. Nous sommes sortis ensemble, et à partir de là, je ne l'ai plus revu pendant quelque temps. Lui qui venait tous les jours, en fait, là, il est pas passé pendant 3-4 jours, peut-être, je sais plus, 5 jours. Et je dis mais merde, je fais pas chier quoi en fait. Puis il est revenu, comme si de rien n'était. Comme si on s'était quitté 2 heures avant, en fait. Voilà, ça fait partie des choses. Et puis, on se voyait toujours chez moi, jamais chez lui. Je lui demandais, mais pourquoi est-ce qu'on va pas chez toi? Et là, bizarrement, il avait autre chose à faire, il partait, et je ne le revoyais pas pendant quelques jours. Et puis, il revenait avec ce sourire que j'aimais, avec ses fossettes que j'aimais. Et puis, je me disais, bon, c'est pas grave non plus. Ensuite, il y a eu un 31 décembre où on faisait la fête avec des copains, on dansait, les plats arrivent, et je lui dis, les plats sont arrivés, il faut aller à table. Et il me dit, ta gueule. Et là, je me suis dit, waouh. Out of nowhere, ta gueule. Voilà. Conjonction de Et coordination. moi, jamais on ne m'a parlé comme ça, en fait. Jamais. Donc, j'ai pris sur moi, parce que je voulais pas faire d'esclandre. J'ai pris sur moi, mais le lendemain, on s'est expliqué. Et il était, mais tu sais, vraiment très peiné, comme celui qui... Non, mais c'est pas vrai que je t'ai parlé comme ça. Ce n'est pas possible, en fait. C'est pas moi. Enfin, jamais je fais ça. Comment ça se fait? Et je l'ai cru. Bien sûr que je l'ai cru. Et puis, on habitait chacun chez soi, donc on n'avait que des bons moments, entre guillemets. Donc là, moi, quand il me dit, ça ne m'arrive jamais, je comprends pas. Comme il était boulanger, il était très fatigué, effectivement. Période entre Noël et le 1er de l'an où on travaille énormément. Donc, j'ai mis ça sur le coup, ouais, de la fatigue et parce qu'il avait un peu bu. Alors que c'était quelqu'un qui ne buvait jamais. Donc, je m'étais dit peut-être le fait de boire un tout petit peu d'alcool, voilà. Et puis le temps a passé, on faisait des choses tous les deux, on avait des amis communs. Un jour, il me dit, t'es pas très bien habillée aujourd'hui. Donc, je dis pardon, non mais comment te dire si ça te plaît pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si ça ne te convient pas, écoute, chacun retourne chez soi et c'est terminé. Mais ça, c'est sur 6 mois, 1 an, ça s'est pas fait tout de suite en fait. Donc c'est des petites choses, des petites graines qui se plantent, mais qu'on ne voit pas arriver parce que effectivement, on peut dire tiens, t'es mal habillée aujourd'hui, ça me plaît pas trop. Enfin, ça dépend comment c'est dit. En fait, c'est ça. Ouais, ce que je voudrais aussi souligner, tu vois, parce que quand on lit ton livre et puis on a un peu discuté bien évidemment avant de faire ce podcast, moi j'ai le sentiment que t'es une personne hyper intègre aussi. Donc je me dis que tu vois déjà en amont de la relation qui viennent vers toi, il est déjà en couple, donc déjà il est pas clean lui dans ses baskets et qui après moi déjà je sens déjà le côté manipulateur. Tu vois, parce que ok, t'es pas mis en couple, pourquoi tu t'en rapproches de quelqu'un et puis il t'a pris directement en fait par l'empathie, la compassion et par les sentiments et c'est comme ça, tu sens déjà le caractère hyper manipulateur. Et par exemple dans ton livre, un mini chapitre qui s'appelle Le masque du manipulateur. Et tu vois, moi j'ai surligné un truc qui fait référence à ce que tu dis, c'est comment pouvait-il être 2 personnes si opposées? Et là, de ce que tu dis, on voit, c'est entre le jour, la nuit. Rien à voir. 2 personnes. Mais bien sûr. 2 Bien sûr. personnalités. Et ça s'est vu très vite. Et ça, effectivement, ça m'interpellait.
Un jour, il était là, après, je le voyais plus, puis il revenait comme si de rien n'était. Enfin, il y a des choses qui n'allaient pas. Mais je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas? Chacun a sa vie aussi. Moi, il m'avait dit que c'était fini avec sa copine. Donc, il y avait pas de raison, quoi. Jamais je pensais que c'était pas fini, en fait, l'histoire. Jamais. Moi, il m'avait dit, c'est fini. Bon, ben voilà, c'est fini. Point barre. Alors, je crois que tu l'as rencontré à 25 ans, si ma mémoire ne Ouais. fait pas de défaut. Ouais, un petit peu avant, 23 ans. On s'est mariés à 25, ouais. Ouais, voilà. Et justement, toi, avant de le rencontrer, t'étais dans quel état d'esprit? Parce que on lit beaucoup de choses sur les pervers narcissiques. Attention, c'est vraiment pas un terme à utiliser à la légère, mais généralement, ils sont vraiment attirés par la lumière, par des personnes qui sont vraiment rayonnantes, qui sont finalement tous qui ont pas eux à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc je me demandais, c'était qui la Christine avant lui, Marie-Christine? Eh bien, c'était quelqu'un qui faisait énormément de sport, qui était toujours avec des amis, qui rigolait tout le temps. J'avais j'ai toujours horreur de la justice. J'étais même, je partais avec le drapeau, quoi. Enfin, vraiment, ouais, je défendais tout le monde. En fait, j'étais une femme qu'on dit forte, en Mmh. fait. Et c'est important de souligner ça parce que justement, Oui. les gens, ils font toujours un peu oui, bah, tu pas de caractère, tu te la mais pas du tout. Au contraire, les Mais pervers pas du tout. narcissiques, ils ont tendance à se rapprocher de ce genre de personnes et aller nous prendre là où ça fait mal, la petite faille que personne ne voit, eux, ils le voient et ils savent nous tenir par ça. Exactement. Dans ton livre, justement, tu parles d'une voix intérieure où il y avait cette intuition que tu pas Ouais. réellement écoutée au début. Tu peux nous en dire plus? Bien, le fait, je te dis qu'il partait, il était là tous les jours, puis il ne venait plus, puis il revenait, ça m'interrogeait quand même. Je me disais, c'est pas normal. Enfin, moi, voilà, j'avais connu d'autres hommes avant. Tu te voyais, mais tu faisais pas ça. Au pire, alors, tu donnais signe de vie, quoi, tu vois. Mais là, c'était rien. C'était stop, rien du tout, mais rien. Et ça, il y a des choses qui m'interrogeaient quand même. Après, ces réflexions me dérangeaient parce qu'effectivement, de me dire que j'étais ou mal habillée ou mal coiffée ou je me disais, mais en fait, si ça te va pas, non. Et pourquoi tu fais ça? En fait, on me l'a jamais fait. Donc, je suis telle que je suis, je ne changerai pas pour quelqu'un, en fait. Mmh, complètement. Après, il y a une différence entre faire des remarques qui sont toxiques, pas Exactement. et faire une Exactement. remarque qui est saine. Par exemple, on peut dire, parce que c'est pour ça, faut pas trop tout mélanger, je trouve, parce Oui, que c'est très subtil, mais on va comprendre, en exactement. fait, le fil conducteur. On peut très bien dire à son ou sa partenaire: «Bah, écoute, je trouve que ce que tu as mis aujourd'hui, ça te met pas En vraiment en valeur. valeur ou Voilà. voilà, mais je te trouve très jolie» et cetera. Venir comme ça, voir quelqu'un de but en blanc, lui dire: «Tu es mal habillée», s'il y a il y a pas de c'est comme le ta gueule qui sort Ouais, c'est de ça. nulle part, au final. Moi, ce qui m'a choquée aussi, c'est, le pseudo demande en mariage qui Mmh. enfin, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Parce que déjà là, c'était déjà un peu, il y avait beaucoup d'incohérences en fait quand on te lit Oui. et quand on te lit aussi, on comprend le combat intérieur dans lequel en fait tu étais et ça, c'est trop intéressant, je trouve. Au départ, moi, j'avais pas idée de me marier, hein. J'avais ma vie, j'avais mon salaire, j'avais mes amis. Puis, il trouvait que je faisais trop de sport et il trouvait que j'allais voir trop mes amis. Et de ce fait-là, il me dit: «Beh, j'aimerais qu'on se marie». Mais après, j'ai compris, c'était parce qu'il voulait que je voie, moi, mes amis, que je sorte moins, et cetera. J'aimerais qu'on se marie. Donc moi, évidemment, pour une femme de mon âge, si tu veux, à l'époque, se marier, moi, je rêvais de ça, comme beaucoup en étaient à l'époque. Et j'étais super contente, en fait. Vraiment. Et puis, c'est tombé à l'eau d'un coup. Puis c'est revenu. Et c'est revenu et il me dit: «En fait, c'est parce que, j'espère prendre une boulangerie et comme ça, on aura un prêt plus facilement». Donc là, tu tombes de 10 étages. Et puis, il y a eu aussi, bah, il faut qu'on en parle, à mes parents. Alors il me dit: «Oui, oui, pas de souci». Donc j'appelle mes parents, tac, il me dit: «Ouais, vous venez pour le café». On y va. Il ne sort pas un mot, mais pas un mot sur le mariage. Et ma mère, en partant, elle me dit: «Bah, je croyais que vous deviez parler mariage». Bah, je dis: «Ouais, je comprends pas, je sais pas». Elle me dit: «C'est toi qui le choisis, mais fais attention, fais attention». Tous ces petites choses, je ne les ai pas écoutées, ça c'est certain. Parce qu'il y a plein de choses dans le livre, au départ, qui auraient dû m'alerter. Et je n'ai pas voulu les voir et je n'ai pas voulu les entendre parce que quand on est amoureux, on trouve toujours des excuses, on trouve toujours des prétextes, on a des œillères, on n'entend pas, on ne voit pas. Et ça, je tiens à le dire. Complètement d'accord, mais je trouve d'où l'intérêt de faire de la prévention.
Exactement. L'idée, c'est pas être dans la suranalyse, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça qui parfois ne font pas sens. Et finalement, on dit souvent que les femmes, entre guillemets, en un sixième sens, on est souvent moquée par la gente masculine pour ça. Mais j'ai envie de dire, c'était pas totalement faux. Enfin, dès Mmh. le début, quoi. C'était totalement vrai. J'étais totalement dedans. Aussi, ce qu'il faut aussi souligner, parce que les gens n'ont pas encore le livre sous les yeux, mais il était très, très manipulateur. Oui. Donc, quelqu'un qui te dit noir sur blanc, de but en blanc, écoute, je veux qu'on se marie parce que ça va être plus intéressant pour les impôts et je veux qu'on fasse ça, et je sais pas, le soir, qui te montre un côté doux, charmeur, etc. Bah, finalement, Et tu bon, raccrochais à quoi? Tu ne raccroches au positif. mais bien sûr, mais toujours. Mm. Bien sûr, parce que tu dis, tu vas pas te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est pour les années, c'est pour la vie. Enfin, même pas, tu imagines dire ça à quelqu'un que tu n'aimes pas, en fait. Et c'est bien là où ils sont très forts, ces manipulateurs, ces pervers narcissiques, parce que moi, il a été reconnu pervers narcissique à tendance psychopathe. Mais oui, ils sont très très forts là-dessus. Et le chemin, il a été long, mais justement, on va en Oui. parler, on va parler de ça, parce qu'il y a tellement de choses qui sont hyper marquantes. Justement, moi, ce qui m'a aussi choquée, c'est tout était de ta faute. Et tu Toujours. portais le poids de cette culpabilité. Il y a tellement de choses, moi, qui m'ont marqué. Est-ce que toi, tu veux mettre en avant quelque chose, et surtout sur le côté culpabilisateur? Parce que ce qu'il faut savoir dans ce genre de relation, quand c'est pas de ta faute et on te fait toujours culpabiliser, quand t'es une personnalité qui est empathique, bah, en fait, c'est trop, trop facile, c'est gagné d'avance pour eux. Mais oui, On est mais bien sûr. Mais il faut savoir que moi, je travaillais avec lui. On travaillait 7 sur 7 ensemble, 24 heures sur 24. Donc, j'entendais tout le temps, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Et tu sais, quand on te dit tout le temps, c'est de ta faute, c'est de ta faute, en fait, tu finis par le croire. Parce qu'on te le répète H24. Et tu te dis, ben ouais, en fait, il suffit qu'il y ait un truc que t'aies pas bien fait ou, et effectivement, c'est de ta faute. Et en fait, tu te réfères toujours à ça. Alors que le reste, c'est pas forcément de ta faute, ou ça ne l'est même pas du tout. Sauf que tu te réfères à cette fois où effectivement, ça a été de ta faute. Et de l'entendre tout le temps, t'en es persuadé. Et tu te perds, en fait. T'arrives à te perdre et à le croire. Et ne plus savoir qui tu es, au final. Mais c'est un stratagème, parce que si on le suit de manière, on prend on fait une technique d'entonnoir. Marie-Christine, jeune, dynamique, magnifique, ce que tu restes encore, machin, tu rayonnes, il est attiré par toi, il te manipule, tac, tac, tac. Il te dit, ouais, tu fais trop de sport, t'as trop d'amis, reste qu'avec moi. Du coup, il t'enferme dans sa bulle. Ensuite, tu te mets à travailler avec lui, et ton seul référentiel, en fait, ton seul contact social, finalement, c'est lui. C'est lui. Tu Bien n'as sûr. pas d'autres, et on va le voir plus tard que ça va aussi t'aider, tu n'as pas d'autres cercles dans ta vie. On dit souvent, faut toujours avoir plusieurs domaines d'épanouissement. On a une relation avec un partenaire, on a le travail, on a des activités, on a un En cercle dehors. plus, voilà, parce que quand quelque chose a un peu bas de l'aile, et c'est la vie, des fois on va mieux dans un domaine plutôt que l'autre, bah on a toujours cette autre chose-là qui est une source, en fait, de De nous plaisir aider. pour nous. Tout à fait. Exactement. Lui, et dans ce cas où ça a été difficile, je pense, pour toi, c'est parce que tu n'avais pas d'autre référentiel, donc forcément, quand quelqu'un H24 te dit c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Exactement. Et il faut savoir qu'on est parti à 200-250 kilomètres d'où on habitait. Donc, il faut se refaire des amis. Et lui, quand ma famille arrivait, ou nos amis, enfin, mes amis arrivaient nous voir, il était toujours fatigué, il s'endormait à table. Ou pas, ou c'était fait sciemment. Mais, à force de voir ça, il disait, bon, écoute, on vous embête, lui, il est fatigué, donc on viendra plus. Et petit à petit, il t'isole encore un peu plus. Et toi, t'as juste envie de dire, mais non. Et d'ailleurs, je disais, mais non, vous pouvez venir. Ouais, mais tu comprends, il est crevé, et nous, on le fatigue parce qu'on fait du bruit, parce qu'on rentre tard, parce qu'on mange tard, parce que plein de choses, en fait. Et il avait gagné, en fait. Tu vois? Il avait gagné. Est-ce que tu veux parler de ton 40e anniversaire? Quand j'ai lu ce passage, j'étais là. Il m'a fallu 2 minutes pour, tu vois. Non, mais c'est trop, c'est trop, franchement. Est-ce que tu as envie d'en parler un peu de ton 40e? Oui, pour mes 40 ans, en fait, il avait fait ça super bien dans un château. Il avait tout organisé, fait des petits fours sucrés, salés, avait invité beaucoup de monde, des copines que j'avais, des amis, mais ceux avec lesquels j'étais vraiment très proche, il les a pas invités. Il leur a dit 2-3 jours avant. Ce qui fait que c'était impossible qu'ils viennent, déjà. Donc là, il m'a dit, tu vois, tes super amis, ils sont même pas là. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il les avait appelés 2 jours avant. Mais il avait fait ça, DJ, enfin, vraiment un truc sublime. En sortant,
je me suis pris une claque parce que j'avais trop parlé avec quelqu'un ou parce que j'avais rigolé ou j'avais trop dansé, je ne sais plus. Il me regarde et me dit, et maintenant, qui te croira? Et c'est tellement vrai. Là, il avait organisé un truc somptueux, mais somptueux. La preuve sociale, elle est là. Qu'est-ce que derrière, tu peux aller dire, toi, mais en fait, il me tape, il me bat. Comment tu peux aller dire ça alors que tout le monde disait, oh, mais qu'est-ce que tu as un mari gentil, il est charmant. La rolling chair, je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, le rocking chair, c'était pour mes 30 ans, ça. Je rêvais d'un rocking chair. Voilà. Et mes amis sont arrivés sans que je sache, c'est pareil, ils m'avaient organisé une surprise et ils m'avaient acheté un rocking chair. En fait, le rocking chair, je me suis mis dedans une fois, il l'a pris. Il a fini en petit bois parce que j'étais pas là pour feignanter, en fait. Ouais, il y a ce truc de feignantise qui revenait tout le temps chez lui. Ouais, Tu n'avais pas le droit de t'asseoir. Enfin, c'est de comme poser. c'est horrible. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur le rythme de tenir une boulangerie? Parce que moi, je me dis, mais adore quand, en fait, je comprends pas. Très peu. Très peu. Tu commences à 5 heures du matin, tu finis à 20 heures. Voilà, à peu près. Entre midi et 2, on fermait quand même. Donc, on fermait à 13 heures, on prenait à 15h30. Et alors, on avait un enfant quand même, on a une fille, tous les deux. Donc, moi, je l'emmenais le matin. Je l'emmenais à l'école. Pendant ce temps-là, lui tenait le magasin. Donc, t'as le magasin à préparer. T'as les clients qui sont là. Quand tu rentres entre midi et 2, tu prépares à manger. Tu t'organises, tu fais le linge. Comme tout le monde, tu fais la poussière. Il fallait que tout soit au cordeau, en fait. Et si jamais j'étais assise quand il arrivait, parce qu'il arrivait toujours après moi, je me dis, putain, mais t'as pas autre chose à faire? Il passait le doigt, tu vois, sur la porte. Et, regarde ça, quoi. C'est dégueulasse. T'es même pas capable, t'es bonne à rien, t'es une grosse feignante. C'est tout ce que t'es. Voilà ce qu'il me disait. Le contrôle, en fait, il était... Tout le temps. Il veut tout avoir sous contrôle. Tout. Ouais. Mais tout. Et c'est pour ça qu'après, au fil du temps, donc il a tissé sa toile, en fait, pour l'emprise. Et t'es tellement dans l'hypervigilance de savoir quand ça va tomber, quand est-ce que tu vas t'en prendre une ou une réflexion, que t'essaies de faire bien tout le temps, en fait. Tu vois? Et tu te dis, bon, alors vite, je me dépêche à faire à manger. Les couverts mis à 2 centimètres de l'assiette. Le ménage fait s'arranger comme ça, pour éviter qu'il s'agace, si tu veux. Tu vois? Je voulais éviter une claque ou un coup de poulier ou un coup de poing ou un étranglement de plus, en fait. Et donc, t'es toujours en hypervigilance et t'essaies de faire attention à tout. Et ça te bouffe parce que tu ne penses plus qu'à ça. Et tu ne penses plus à rien d'autre, en fait. Et t'es rentré dans sa prison, tu y es complètement. Et tu ne vois pas. En fait, tu te dis, comment je vais me sortir de là-dedans? Mais je Et pense tu vois, qu'à un non. moment donné, tu te le dis même plus parce que ça devient ta normalité. Tu Oui. te dis, mais c'est normal. Au fil du temps, malheureusement, effectivement, comme tu dis, tu as raison, ça devient ta normalité. Au départ, ça t'interroge. Et puis, comme tu fais ça tout le temps, en fait, effectivement, c'est devenu ta normalité. Et même dans ton hypervigilance, parce que lui, son référentiel, il est incompréhensible. Il a pas de Non. référentiel. S'il a Mais envie non. de t'en mettre une, il t'en met une, mais ça n'a pas besoin. Déjà, la violence, il y a rien qui justifie la Tout à violence, fait. que ce soit un homme envers une femme ou une femme envers un Une homme. femme envers un Moi, homme, ça, on c'est est d'accord. totalement d'accord. Mais lui, son référentiel, il était incompréhensible. Il n'y a pas de on va voir qu'il va être violent avec toi alors que tu viens de te faire opérer. T'es enceinte, il va te taper dans le ventre. Il a décidé et en plus, il ne voulait rien faire sans toi. Tu étais C'est ça. un objet, une monnaie d'échange. C'est ça. Je vais citer un exemple après, mais vous venez de voyager, vous venez à peine de vous poser. Monsieur veut faire une lasagne sur la plage. Toi, t'es en PLS. Tu ne peux à peine marcher, limite, tu rentres, ça. il te regarde. Non, mais moi, franchement, Mmh. c'est trop. Mais c'est ma vie, mais c'est la vie malheureusement de plein d'autres personnes, tu vois. Vécu vraiment des choses qui sont très, très, très difficiles et c'est vraiment très courageux d'en parler. Et tu vas d'ailleurs recevoir un prix de la Légion d'honneur pour ça. Ouais. Moi, il y a un truc aussi qui m'a choquée, c'est si tu vends ma boulangerie, tu auras le droit de coucher avec elle. Elle, c'est toi. Ouais, un fournisseur, enfin un vendeur de biens à l'époque, ça se faisait énormément. Enfin, ça se fait encore comme ça, mais moi, vendeur de biens qu'on connaissait un petit peu, et il lui dit, si tu arrives à le vendre, tu pourras coucher avec elle. Et même lui, il m'a dit, on en a fait, mais celle-ci jamais en fait. Et moi, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Et il est parti à son pétrin comme si de rien n'était en fait. Tu vois, t'es l'objet. Tu n'es plus rien. Après, on est allé manger au restaurant et je suis montée en voiture justement avec cette personne. Et il me dit, mais je n'en reviens pas en fait. J'arrive pas à m'en remettre. Je suis désolée. Il me dit, on pourra pas déjeuner parce que ça m'a tellement choquée que je te ramène. Et puis, en fait, je peux pas. J'y arrive pas. Et ce qui est tout à fait normal et entendable. Et lui, comment il a réagi après ça?
s'est re-énervé, Ouais, c'est un gros connard, il comprend rien, Ah il oui, veut pas qu'on vende, voilà, c'est jamais de sa faute. bien sûr. Puis tu vois, s'il veut pas de toi, c'est que tu vu la tronche que t'as vu comment t'es. Ça justement, on va en parler. Parce que, tu eu une fille, mais il faut aussi Oui, parler du process et aussi quand la première violence est arrivée. Parce que ça mmh. aussi, c'est encore, quelque chose 1re violence oui, physique, physique, exactement. Mmh. c'est important de le dire. Parce que des Mmh. violences, tu as plusieurs. Mmh. Violence physique, oui, alors on a mis 6 ans et demi à avoir un enfant. On n'arrivait pas, on l'a eu par FIV, par ICSI et lorsque je suis tombée enceinte, en fait, il était en train de faire la sieste et on m'annonce donc que je suis enceinte. Donc je vais le réveiller et je me suis pris ma première claque, au mois de décembre 2000, quand je lui ai annoncé, elle me dit: «Tu vas pas me faire chier avec ça pendant 9 mois». Sachant que c'est lui, au départ, qui a initié enfin, je sais que c'était un Oui. projet commun, mais c'est lui, au départ Qui voulait le premier, ouais. quand on voit à quel point il a été contrôlant et qu'il est rentré dans une état il avait une emprise très forte, c'est aussi quand tu n'as même pas eu le choix de conserver le nombre d'enfants que tu voulais. Mmh, ouais. Ton mot ne compte pas. Tu n'as pas de parole. Non, c'est ça, je ne suis rien. Je ne suis rien et c'est que lui qui a parole d'évangile, en fait. J'avais 3 embryons qui avaient pris. C'était de ma faute parce que oui, toi, à force de pleurnicher, c'était notre dernière tentative. Bah, tu vois, on t'a mis 4 embryons et puis en fait, il y en a eu 3 qui ont pris. À cause de toi. Parce que tu as pleurniché, parce que tu voulais absolument, qu'il y en ait un qui prenne. Bah oui, mais comme toi, en fait. C'est ce qu'il me disait, mais au final, non. Aujourd'hui, je sais que non. Et lorsque j'ai demandé à en garder 2, il m'a dit non. Donc il a dit au médecin, on en gardera qu'un. À ce moment-là, le médecin nous dit, attention, il y a des risques énormes. Si vous en gardez qu'un, si vous ne gardez qu'un embryon, vous risquez de le perdre. Vous avez quand même, je sais plus si c'était 70 ou 80% de risque de le perdre, ce qui était énorme. Non, on n'en aura qu'un, on tient une boulangerie, il faut qu'elle bosse, et j'en ai gardé qu'un. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais encore le sentiment de décider par toi-même? En fait, je me disais: «Je suis enceinte». J'espérais, que je retrouve celui que j'ai connu au départ. Je me disais: «Bon, depuis le temps qu'on essayait, ça l'agaçait». En fait, je lui trouvais des excuses, comme je disais tout à l'heure. On trouve des excuses à tout. Et là, je me disais: «Bah, en fait, moi, j'arrivais pas à avoir d'enfant, c'est pas nous, hein, c'est moi. J'arrive pas, comment ça se fait? Enfin, voilà, je suis pas assez féconde». Alors c'est lui qui n'avait pas assez de spermatozoïdes. Je sais pas, parce que je pensais à l'enfant plus qu'à moi, en fait. À ce moment-là, je me disais: «Bon, pourvu que ça aille au bout, il y a un risque de perdre, l'embryon, il y a un risque de perdre ce bébé». En fait, j'étais focus là-dessus et donc comme j'étais focus là-dessus, je me rendais pas forcément compte. C'est une fois qu'elle a été là que je me suis rendu compte que, bah, ma parole n'avait plus lieu d'être. Et ce qu'il faut aussi, enfin, tu as vraiment enchaîné des tentatives les unes après les autres. C'est des traitements hormonaux qui sont hyper lourds. Tu vas prendre Oui, beaucoup de poids, oui, dans à des chaque laps fois, de je temps 8 kilogrammes. très court. 8 kilos, 8 jours, 8 kilos et j'avais 3 mois après, on recommençait une tentative 3 mois après et pendant ces 3 mois, il fallait que j'ai perdu ces 8 kilos. Ouais, tout à fait. Et là, il me traitait de grosse vache. Alors je pesais 45 kilos, hein, quand même à l'époque. J'étais une grosse vache, je ressemblais à rien, un cachalot échoué, enfin voilà, des choses comme ça. Mmh. Que devant la clientèle, ça se faisait pas. Extérieurement, c'est très, culotté, en fait. Déjà, de base, voilà, la relation, c'est horrible ce que tu as vécu, on est tous d'accord pour le dire. Mais en fait, il veut un enfant, il te pousse à avoir un enfant. Bon, de toute Ouais, façon, toi aussi, tu voulais un enfant. oui, Même si dans ce genre de relation, je pense que même si tu voulais pas un enfant, et ça n'aurait même pas compté vu, le niveau d'écoute qu'il t'accordait. Tu fais tout, tu subis des choses physiquement qui sont très difficiles. Tu prends du poids pour son projet à lui. Ça lui plaît pas, il trouve, trop, ronde, à son goût, alors qu'en fait, tu es en train de concevoir la vie. ouais, Hem, c'est ça. et Non, c'est aberrant. C'est un truc, de fou. est-ce que tu as des exemples un peu moins, brutals, on va dire, pour des personnes qui peut-être vivent ça, qui sont au début, qui, tu vois, qui sont peut-être encore là, qui étaient à ce moment-là la Marie-Christine, qui trouvait des excuses, qui minimisait, qui disait: «Ah bah, c'est pas grave, eh bah, il est comme ça» ou parce que là, on est Ouais, sur des exemples hyper forts, mais oui, parce que tu es sortie du truc et tu l'as vu à un moment donné. Mais quand tu es dedans, pour toi, ça, c'est ta normalité? c'était ma normalité. Voilà. C'est d'offrir, par exemple, je lui avais, offert un valet pour qu'il mette ses chemises et tout ça. Il n'arrivait pas à le monter, il l'a cassé en petits bois aussi. Donc ça, c'était bien avant, c'était au départ. Donc ça m'interpellait aussi parce que j'ai pas été habituée. Moi, j'avais des parents, voilà, mon père était bricoleur, faisait tout, avec lui, c'est moi qui faisais. Vouloir te dire, bah, que tu fais trop de sport, par exemple, tu vois? Réduire, que tu vois moins de monde,
parce que tu vois trop tes amis et que tu es moins avec lui. C'est des petites choses infimes. Alors tu vas dire non au départ, et puis petit à petit, il va trouver des choses pour t'en éloigner en fait. Tu vois, c'est ça qui est pervers. C'est ah mais tu vas voir tes copines. Ah mais j'avais prévu un truc sympa, on allait au ciné, j'ai prévu un resto après. Donc tu dis bon ok, merde, je peux pas dire bon ben j'appelle mes copines et j'annule. Tu vois? En fait, c'est ces petites choses-là où il faut porter attention. Parce que ça arrive une fois, ça arrive deux fois, et puis ça va arriver d'autres fois. Où il va dire, mais ce soir j'ai sport. Ah ouais, merde, putain, j'ai invité des potes à nous à venir manger. Mais je dis, tu sais bien que j'ai sport aujourd'hui. Ah mais j'avais complètement zappé, je savais plus quel jour on était. Alors c'est rien en soi, si tu veux, ce n'est rien. C'est quand c'est tout ajouté l'un à l'autre où c'est important. C'est là où il faut se rendre compte que c'est pas cette petite chose il a invité du monde à manger. C'est qu'avant, il me l'a fait pour aller au ciné. Avant, il me l'a fait parce était très fatigué et qu'il aurait bien aimé qu'on passe un moment ensemble. Parce que encore avant, enfin, en fait, c'est plein de petites choses additionnées qui font ça. Où il faut vraiment être attentive à ça. Comme tu le disais au début, tu as écrit ce livre aussi pour ta fille. Il y a aussi une policière que tu rencontres dans ton parcours et qui dit aussi que elle a vécu ça quand elle était plus jeune et c'est pour ça qu'elle s'est aussi orientée à un moment donné vers ce genre d'homme. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a une raison particulière? Est-ce que tu avais, je sais pas, des choses non réglées ou qui t'ont fait tomber un peu dans les filets de quelqu'un comme lui? Non, pas forcément. Non, j'aimais cette personne, son physique, sa façon d'être, parce qu'il me faisait beaucoup rire au départ et c'était quelqu'un de très drôle, tu vois? Comme quoi, et non, non, je ne connaissais absolument pas cette façon d'être, en fait. Je veux dire, même dans ta manière où tu as grandi, est-ce que tu venais d'un environnement où il y avait peut-être, des violences ou, Alors non? justement, pas du tout, OK. C'est pas du tout. intéressant, hein, c'est intéressant. Ouais, Mmh. pas du tout. J'ai 2 frères qui sont plus âgés que moi, qui ont 10 et 11 ans. Je suis la dernière arrivée, par accident, parce qu'à l'époque, ça pouvait arriver, des accidents, un peu plus qu'aujourd'hui et ouais, peut-être ma mère me voulait pas forcément au départ, c'est vrai. Mais voilà, j'ai été élevée comme tout le monde, j'ai eu une adolescence comme tout le monde, enfin C'est intéressant de le souligner parce que tu vois, souvent on n'a pas aussi envie de reproduire des schémas et aussi oui, tout ce qui est l'héritage, des blessures en fonction de oui. ce qu'on va croire et cetera. Mais c'est intéressant aussi de se dire qu'en fait, il y a pas de, tu une personne qui a pas réglé quelque chose, du coup tu vas finir avec ce genre de personne. Ça peut finalement tomber sur tout le monde Tout le monde. et il y a pas de règle. Si tu compares entre guillemets, «cette relation qui était hyper toxique» et la relation que tu as aujourd'hui qui est saine, qu'est-ce que tu dirais qui a changé, comment tu as pu repérer justement les green flags au début et comment tu as pu finalement aussi te remettre avec quelqu'un? Parce que quand on est dans ce genre de relation, Ouais. on se dit: «Ma vie elle est finie, j'ai été Ah mais c'est clair, c'est ce que je m'étais dit brisée, moi. je suis cassée, je suis pourrie». Tout ce Mmh. qu'il te dit, tu l'intègres. Dans tous les cas, c'est normal. Bien sûr. Comment tu fais en fait pour montrer qu'il y a de la lumière à la fin pour, les personnes qui nous écoutent? Ben parce que j'ai été suivie alors, après il a été, arrêté, il est allé, en détention, il y a eu un procès aux assises. Ça aide, hein, quand même et j'ai fait 5 ans alors j'avais 2 psychologues, j'avais un psychiatre, j'avais un infirmier psy et j'avais une sophrologue et tous les jours de la semaine, je ne travaillais pas à l'époque parce qu'il m'avait pété le dos, tous les jours de la semaine, j'allais voir un de ces thérapeutes et ça a duré 5 ans. Pour comprendre pourquoi, pour les repérer et je crois que maintenant je les repère à 10 kilomètres à la ronde, pour m'entendre dire que les hommes ne sont pas tous comme ça et c'est important de le dire. Ouais, ça a été un travail sur moi que j'ai voulu et même si parfois je me disais: «Putain, quel connard, en restant poli, celui-là, je n'y retournerai pas la semaine d'après» et si j'y retournais parce que je me disais: «Bon, si, il faut que j'avance. Je veux pas retomber, sur un mec comme ça, quoi et puis je veux pas avoir peur toute ma vie». Parce que sans cela, sans retrouver quelqu'un, derrière j'étais, c'était même pas de la peur, c'était de la terreur, en fait et je ne voulais plus vivre avec ça. Donc j'y allais pour ça au départ, pour essayer d'enlever cette peur, cette terreur. Et puis petit à petit, on m'a emmené à voilà, demain, si vous rencontrez quelqu'un, j'avais dit non, c'est impossible. Voilà, c'est même pas envisageable. Et puis ouais, mais c'est vrai que tous les hommes ne sont pas comme ça. Ouais. Derrière, il y en a d'autres qui respectent les personnes. Bien sûr que il y a des engueulades encore aujourd'hui, moi, avec mon nouveau mari, mais
c'est fait dans le respect, il y a pas de gros mots, il y a pas de vulgarité, et c'est ok, j'ai peut-être fait une erreur, ça peut arriver, c'est bon, stop, on arrête là. Et voilà, enfin, on se respecte l'un et l'autre. Tu devrais faire au coach love pour la nouvelle Ouais. génération. Et tu sais que je l'ai fait, ça fait déjà 4-5 personnes que j'ai, et elles me disent toutes, en fait, merci, parce que grâce à toi, on a réussi à sortir de l'emprise, et aujourd'hui, on vit. Et je me dis, ben top. Et peut-être que, ouais, c'est à envisager, parce que, voilà, Mm. peut-être. Ouais, complètement. Là, on prend les choses un peu à la légère, mais pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, en 2025, il y a eu 165 Ça. féminicides en France. C'est quand même un chiffre qui est extrêmement élevé. Dans ton parcours, ça n'a pas toujours été facile parce que justement, tu étais sous cette emprise. Il avait aussi mis tout son entourage sous emprise. Donc, pour faire valider tes blessures qui étaient très violentes devant un médecin, c'était pas possible parce qu'il le connaissait. À un moment donné, tu as eu un peu de chance dans ton malheur, Oui. que tu es tombé sur des personnes qui t'ont écouté. Oui. À quel moment tu t'es dit, à quel moment, selon toi, moi je pense déjà avoir la réponse, mais je préfère avoir la tienne, bien évidemment. Tu t'es dit, ok, là, je commence à souffler, et là, je sens que il y a enfin une porte de sortie pour moi. Quand je me suis mis au full contact, en fait. Comment tu t'es Je me mis au suis mis, contact? Ça, j'ai été curieuse de me dire comment, tu vois. bah, tu sais, pour te défendre. Tu te dis, bah là, je vais peut-être pouvoir me défendre, en fait. J'en ai marre de prendre des coups, pourquoi moi j'en donnerais pas? Mm. Donc, je me suis mise à faire du full contact, parce que c'était un copain qui était venu, il me dit, ah, il y a un essai, tu veux pas venir? Je dis, moi, ces trucs-là, ça me plaît pas trop. Et j'y suis allée, j'ai fait l'essai, et je me suis dit, ah ouais, mais c'est vachement bien. Bah, il me dit, écoute, si tu veux, tu viens avec moi, on fait du covoit, un coup c'est toi, un coup c'est moi, et on va aux entraînements. Et j'ai dit, ok. Et là, il m'a laissé y aller parce que c'était un client de la boulangerie, et qui voyait qu'on s'entendait bien, et je pense qu'il avait un peu peur de lui. Donc, il m'a laissé y aller. Ok. Parce qu'il était quand même ceinture noire, deuxième dan, je crois, en full. Donc, c'était quelqu'un qui se laissait pas monter sur les pieds, qui se laissait pas tourner la tête, en fait. Donc, grâce à lui, je suis ceinture marron de full contact. J'ai pu mettre des gars de 90 kilos au sol. Lui, je n'ai pas pu, parce qu'il était de ma taille et il n'est pas très grand. Je n'ai pas pu faire quoi que ce soit, tellement j'étais terrorisée. Mais le fait d'être avec lui, de parler d'autres choses, de voir d'autres personnes dans un autre contexte, ça te fait un bien, mais fou. En fait, c'était ma bulle d'oxygène, mais vraiment. Et puis petit à petit, donc on était déjà amis. Et puis petit à petit, j'ai commencé à lui dire, si on t'étrangle par derrière, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Il me dit, t'as des questions trop bizarres, toi. Donc je dis oui, enfin je m'en fous. Comment je peux faire? Bah, il me dit en fait, tu tapes sur le pied et puis tu mets un coup de coude et tu t'échappes. Ok. Et puis une autre fois, je lui dis, tu sais, si je suis sur un lit, qu'il y a un mec qui veut me violer, si je suis à plat ventre, comment je fais? Oh, mais non, mais il me dit, t'as des questions trop bizarres, en fait. Bah, il me dit là, c'est hyper compliqué parce qu'il faut se déboîter l'épaule, rouler. Enfin, il me dit, c'est quasi impossible. Ok. Mais si tu veux, ça l'a quand même. Pendant quelques temps, il s'est posé des questions, en fait, énormément. Mm. Donc je lui ai dit aussi ce qui se passait. Et là, il est tombé des nues. Il me dit, mais pas toi. Avec le caractère que tu as et quand je te vois au full, c'est pas possible, mais si, en fait. Si, c'est possible. Et puis, il faut savoir qu'au full contact, tu te prends donc des pieds, c'est pieds et poings, donc tu te prends des bleus sur les bras. Et pour moi, ça tanne le cuir, et ça, je le dis dans le livre, parce que lui, quand il me mettait des coups, sa jubilation, je sais pas comment on va dire, c'était de me voir marquer, j'avais des bleus. Sauf que là, avec le full contact, mais ton cuir, il se tanne et t'as plus de bleus qui apparaissent, en fait. Et ça le gonflait énormément. Parce qu'en fait, il avait beau me faire quoi que ce soit, me taper, je prenais des coups dans les bras ou dans les cuisses, ou parce que jamais, très rarement une fois sur le visage, parce qu'il faut pas que ça se voit. Faut pas que les clients le voient, en fait. Mais ailleurs sur le corps, enfin le bras et jambes, en fait, je marquais plus puisque j'étais au full et qu'on travaillait ça, et donc ça l'agaçait fortement. Mais ça a été, ouais, ma bouée de sauvetage. Ça, c'est clair. Mourad de l'histoire et un pot de baraque et une bulle d'air, quoi. Ouais, Ok. même, tu sais, une petite bulle d'air quand tu peux pas, parce que parfois tu peux pas forcément financièrement ou autre faire un sport ou autre chose. Tu peux aussi, et c'est vrai, ça, on me l'a répété, dit, et je l'ai fait. Tu te mets sur ton coin de canapé et tu médites, même si ce n'est que 10 secondes. Et tu repenses à ce qu'on t'a fait. La sophrologue me le faisait faire. Parce que parfois tu te dis, je suis folle, et t'as pas de moyen de partir.
T'as pas d'autres amis parce que lui t'en empêche. Et tu te poses sur ton canapé, tu fermes les yeux et tu repenses à ce qu'il t'a fait, en fait. Et tu dis, bah ouais, je suis pas folle parce que c'est vrai. Et ça m'a aidé énormément aussi. Dans ton livre, tu parles des cas types de violences. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les violences que toi, les types de violences que toi, t'as subies? Alors, j'ai subi les violences verbales, les violences financières. Enfin, j'ai subi toutes les violences, en fait. Verbales, financières, sexuelles et physiques. Et voilà, je m'en rendais pas compte. Heureusement qu'on m'a mis le doigt dessus, là aussi, en fait. Parce que je m'en rendais pas compte. Et les violences sexuelles, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir viol par son mari ou par son compagnon, en fait. Et je me suis rendu compte au fil du temps que, effectivement, un homme ou une femme qui te bat, qui te hurle dessus, qui t'insulte, comment veux-tu avoir un rapport sexuel derrière, consenti? C'est impossible. Ou si tu le fais, c'est juste pour avoir la paix. Et si tu le fais pour avoir la paix, ça s'appelle un viol, tout simplement. C'est important que tu mettes le doigt dessus parce que le viol conjugal, il est très difficilement palpable. Et effectivement, ça fait réfléchir. Parce que parfois, on peut se dire, oh non, on subit juste des insultes. Ok. Donc après, est-ce que toi, tu es ok pour avoir un rapport sexuel? Bah, je pense pas. Quand tu viens de te faire insulter, je pense pas. Et derrière, si tu subis un rapport sexuel, c'est que c'est un viol. Voilà, c'est important de faire le lien. Important de faire le lien, effectivement. Et dans De d'autres rendre situations, compte. se rendre compte, de mettre le doigt dessus, que quand on se sent redevable d'une prestation physique pour éviter des coups, pour éviter des menaces, pour éviter une situation qui est désagréable et qui va pas être paisible, bah à ce moment-là, en fait, les rapports sexuels, ce n'est pas une monnaie d'échange. C'est ça. Et ça devrait pas l'être. Et à ce Ça ne moment-là, devrait faut se pas. poser, ça, La faut bonne se poser question. la question. Exactement. Tu avais cette boulangerie avec lui, tu as travaillé la majeure partie des années, enfin toutes des années que tu as passées avec lui, tu as travaillé. Il a continué aussi à être violent, il t'a causé des séquelles aussi physiques, Oui. et que tu as des grosses blessures au dos. Et bien sûr, Oui. quand il venait te retaper là où tu avais déjà mal, Bien sûr. c'est pas Pas marrant. drôle. Aujourd'hui, tu expliques que tu n'as pas de retraite, justement. Bah, comment on en arrive là pour expliquer aussi un peu, tu vois, cette Ouais. emprise psychologique et financière qui était réelle et qui t'a Ouais. empêché pendant toutes ces années de dire, mais en fait, ça y est, je pars. En fait, lui, il l'a acheté en nom propre et moi, j'étais conjointe collaborateur. Donc, conjointe collaborateur, c'est souvent comme les agriculteurs, hein, les femmes d'agriculteurs qui n'ont droit à rien. Alors, on peut effectivement cotiser pour la retraite, pour le chômage, etc. Mais lui m'a dit, en fait, je ne cotiserai pas pour toi. Parce que si tu pars, tu n'auras rien. Donc, c'est-à-dire que tu n'auras pas le chômage, il faudra que tu te retrouves quelque chose tout de suite parce que je te donnerai rien et que plus tard, tu n'auras pas de retraite. Et c'est vrai puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas de retraite. Ouais. Donc, c'était aussi une des raisons pour laquelle je ne suis pas partie assez tôt. Et c'est légal. Et c'est légal. Parce que le comptable, il faut savoir que notre expert comptable, c'était son oncle et sa cousine. Voilà. Exactement, On reste toujours dans le cadre. Ouais. Et d'ailleurs, je me demande, petit aparté, comment son entourage, il a réagi quand ils ont vu le masque tomber? Parce qu'à un moment donné, heureusement, le masque, il est tombé parce qu'il se sentait intouchable, il dérogeait aux interdictions d'approche de ton domicile, et qu'il revient dans la boulangerie totalement insolent. Oui, oui, j'étais au Club Med, j'étais en vacances, alors qu'en fait, il est en prison Attention, provisoire. À un moment donné, il se fait arrêter quand même devant ses clients, il vient le chercher. Donc là, ça lui met un petit coup. À un moment donné, comment tout son entourage qui ont fermé les yeux, moi je pense volontairement, parce qu'à un moment donné, il y a des signes qui ne trompent pas. On voit la peur dans les yeux de quelqu'un, on voit l'hypervigilance dans le comportement de quelqu'un. Comment son entourage à lui, il a réagi? Alors son père, je ne sais pas, parce que, enfin, son père tapait sa mère. Et donc son père, je ne sais pas comment il a réagi, puisque je ne l'ai jamais revu. Son oncle qui était notre comptable, j'ai plus de nouvelles. Sa sœur a été entendue pour l'instruction. Et sa sœur, quand la gendarme qui a instruit l'affaire lui a demandé est-ce que vous pensez que votre frère a pu violer votre belle-sœur, elle a ri et elle a dit elle a plus d'utérus, comment est-ce qu'il a pu la violer? Tu vois le degré d'intelligence quand même. Donc bah non, j'ai plus aucun contact et je l'en aurai jamais, j'en veux pas. Il était fatigué. Ouais, mais c'est pas des excuses pour taper. Oui, il était fatigué, oui, il faisait des heures. Enfin, il aurait pu en faire moins parce que derrière, il n'allait pas qu'au travail, en fait. Ça, j'ai su après. Mais voilà.
qui a lu dans mes pensées. C'est ça où je voulais aussi en venir, parce que hormis les formes de violence que tu as subies, il t'a aussi trahi avec la personne la plus proche de toi. Oui. Il t'était trompé pendant plusieurs temps. Il a manqué à tellement de choses, même des exemples choquants. Après, je pense qu'à un niveau, on s'attendait même plus à ce qu'il soit là. Honnêtement, moi, quand je disais, ah oui, forcément, normal, voilà. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu réagis comme ça après, en lisant. Tu vois? Oui, en lisant après, mais quand t'es dedans, Rien c'est qu'en lisant, là, impossible. imagine en le vivant. En li- Évidemment que t'es sous emprise. Justement, à un moment donné, donc malheureusement, on va voir aussi qu'il a du pouvoir, et c'est ça, en fait, les pervers narcissiques, sont tellement charmeurs à l'extérieur, il va réussir à avoir ta nouvelle adresse. Ça aussi, Ouais. j'étais là, non mais Ouais, c'est c'est incroyable. quoi ça? C'est quoi ça? Tu vas être dans un état, tu vas être pas mal du tout, de stress, Bien tu vas sûr. réussir à trouver un autre logement. Logement. Ouais, un truc que je D'urgence. t'avais dit, c'était, et ça, faut vraiment le préciser, c'est: les coups me manquent, les insultes me manquent, ce chaos était devenu ma normalité, je connaissais les règles du jeu. Mmh. Ouais, quand je suis partie, enfin quand il est allé en détention, effectivement. Après, sans lui, j'étais perdue parce que je savais que à telle heure c'était ça, sinon je me prenais un coup. À telle heure, il fallait que les couverts soient mis comme ça parce que sinon je me ramassais une autre ou une réflexion. Et en fait, il rythmait ma vie comme ça. Et quand je me suis retrouvée sans lui, j'étais perdue. Alors, j'ai pas mis longtemps à retrouver ma vie normale, mais au départ, ça choque et c'est vrai. Mais j'étais perdue, je ne savais plus quoi faire en fait, parce que j'avais plus ce repère-là. J'avais plus son rictus, j'avais plus ses yeux noirs, j'avais plus tout ça. Ouais, complètement, et c'est aussi important de le souligner pour dire que c'est Mmh. normal, Oui. après, avoir subi n'importe quel type de violence, parce que Et pendant faut des années. des années, il faut pas mélanger les choses dans le sens où, parfois on prend une décision, on se sent mal. Ça veut pas dire que ta décision, elle a été mauvaise. Ça veut juste dire que n'es pas habitué à un nouvel environnement qui est sain pour J'avais toi. perdu cette habitude-là, oui, tout à fait. Parce que je pense que tu as fait clairement de la dissociation aussi, hein, parce que comme Bien tu sûr. disais, à des moments, tu étais même plus là. Comment on se reconstruit finalement, après tout ça, et quel message tu voudrais dire à des hommes ou des femmes qui sont actuellement dans ce genre de situation, qui commencent à se rendre compte de certaines choses? Ce serait quoi la bouteille à la mer, Pour les amis des victimes, s'il y en a encore, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, ou des personnes qui sont attentionnées, faut parler. Alors, il faut parler et dire les mots, dire les choses. Moi, je disais quand les portes et les volets sont clos, on ne sait jamais ce qui se passe. Une seule personne l'a compris, mais c'était compliqué parce qu'il écoutait tout ce que je disais, de dire, mais en fait, il me frappe. Donc oui, c'est compliqué, mais il faut parler, se dire, ben voilà, ça se passe pas très bien. Il peut être violent. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, les amis peuvent t'aider. Moi, on m'a tendu la main. Dans mon malheur, j'ai eu extrêmement chance. Et je remercie Stéphanie si je suis là aujourd'hui, sinon je ne serais pas en vie. Sans elle, je ne serais plus là, c'est certain. Elle m'a sauvée. Et ça, voilà, j'en suis reconnaissante toute ma vie, j'en suis. C'est clair. Sans elle, je ne serais plus là. Et on a tous une petite Stéphanie, à nos côtés. Alors ouais, elle sera peut-être moins là, mais elle sera là. Et c'est important de dire, ben oui, je te crois. Et aujourd'hui, tu n'es pas prête parce qu'on n'est pas forcément prête à partir tout de suite parce que il faut savoir que lorsqu'on part, c'est là où c'est le plus dangereux, c'est là où il y a le plus de féminicides. Mais je serai là, je t'attendrai. Si c'est dans 6 mois, ce sera dans 6 mois. Si c'est dans 3 ans, ce sera dans 3 ans. Peu importe le temps. Maintenant, je sais, quand tu as besoin de moi, tu m'appelles, je répondrai n'importe quand. Et ça n'a pas de prix. complètement. Ça me touche ce que tu dis. Et je pense aussi, si on n'a pas de la chance d'avoir des Stéphanie dans nos vies, parce qu'il faut aussi souligner que dans certaines cultures, la violence, c'est banalisé. Oui. Tout type de violence est banalisé. Finalement, le Stéphanie de chacun, ça peut être aussi ton livre, parce que, on a ton témoignage à toi qui est Oui. vrai. Encore une fois, c'est pas romancé, c'est ton Non, autobiographie, c'est ton c'est ça. histoire, et à la fin, on a aussi des numéros, qu'on peut contacter D'urgence. d'urgence, Oui. des ressources. Donc, le Stéphanie de chacun, si on n'a pas la chance d'être de Stéphanie, ou si on n'a pas encore cette sensibilité-là de dire: «Ah non, j'ai des doutes» ou je sais pas quoi, Ouais, ce voilà, c'est ça. livre-là, vraiment, je T'enlèves les doutes. t'enlève les doutes. Après ça, il y a pas de doute, et Non, après aussi ça, il y a plus de parce que doute. tu as eu
Bah, tu as eu le courage d'être vulnérable aussi. Parce que tu Oui, t'es mis à nu dans ton livre et on voit, bien sûr. on est dans ta tête et on ressent ce que Oui, tu ressens. On vit ce que tu vis et c'est ce que je te disais en off avant l'enregistrement. Moi, il m'a touché ton livre. Franchement, quand j'ai fini de lire, j'ai dit: «OK, là, il faut que j'aille marcher, il faut que je me vide la tête» parce que c'est pas facile de lire, mais c'est aussi facile de rentrer dans ta tête et de comprendre, en fait, oui, finalement, c'est quoi une relation, heu, sous emprise. d'emprise. Mmh. Mmh mh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en paix avec ton histoire? Ouais, totalement, totalement. Je suis totalement résiliente, il ne me fait plus peur. J'aide d'autres femmes et j'ai refait ma vie et tout se passe bien, mais lui, peu importe, il peut lui arriver ce qui peut arriver, peu importe. J'en ai rien à faire. C'est je sais, j'ai la banane quand je dis ça, c'est quand j'entends ça, c'est tellement ça fait du bien, tu vois, Ouais, de quand on lit ça et qu'on te voit aujourd'hui, c'est un message d'espoir, c'est tellement de choses, en fait, ce que ça représente et finalement, aussi surtout quelque chose que je veux souligner, dans un pays où il y a quand même 165 féminicides en 2025, tu es quand même une femme qui a subi des violences, qui n'a pas ouais, été crue au début, qui est restée pendant 20 ans dans ce genre de situation. Mais aujourd'hui, tu as été quand même, tu as eu le prix de la Légion d'honneur, tu vois? ouais. Donc c'est une sacrée belle revanche sur la vie. Et avant, j'étais cachée et je me cachais et aujourd'hui, je suis mise en lumière, ne serait-ce que par toi, mais par plein d'autres choses et je parle. Donc celle qui ne devait pas parler, qui devait se taire tout le temps, en fait, aujourd'hui, elle parle. Quelle belle récompense. Ah, si tu veux, ils voulaient me mettre plus bas que terre, ils voulaient me tuer. Aujourd'hui, je suis là. Je vais à la télé, je vais dans les podcasts et je suis là. Et je donne cette parole-là et j'explique aux autres que ça peut arriver chez tout le monde et qu'on peut s'en sortir. C'est pas simple, c'est vrai, mais on peut y arriver. Donc ça, si tu veux, ça a pas de prix, tu vois. Complètement et c'est beau, du coup, on va finir cet échange un peu avec un petit jeu. Donc déjà, tu avais mis, toi, un baromètre de la violence à la Oui, fin de ton livre pour s'y référer. Donc c'est un petit jeu, je pense que j'ai un peu deviné tes réponses, mais le but, c'est que tu répondes assez rapidement et peut-être que ça va faire réagir certaines ou certains. Donc parler ou se taire? parler, Intuition ou raison? intuition, Pardonner ou se protéger? se protéger, Force ou vulnérabilité? force. Oublier ou transformer? Euh, eh bien là, je dirais les deux. On est obligé de transformer à un moment donné pour continuer à vivre. Et pour continuer à vivre, après, à un autre moment de sa vie, on est obligé d'oublier. Transformer, c'est-à-dire, est-ce que tu as un exemple, Eh bien, lorsque tu te prends des coups et tout et que tu peux pas supporter, tu es obligé de le transformer en disant oui, mais t'espères autre chose en fait. Parce que sinon, tu te dis tu pourras jamais t'en sortir. Et c'est là où tu as des idées suicidaires, j'en ai eu, où tu peux faire des choses pas jolies. oui, aussi, tu as eu l'envie de le tuer aussi, à un moment donné, tu y as Ouais, pensé, ouais, quoi? Oui. oui. Solitude ou mauvaise compagnie? Solitude, Contrôle ou liberté? liberté, Se reconstruire seul ou accompagné? seul, Amour passionnel ou amour apaisé? amour apaisé. OK, nickel. Si ton livre devrait être résumé en une phrase pour quelqu'un qui hésite à lire, tu dirais quoi? Ah, bah que c'est la vraie vie de femmes, enfin de moi, de femmes battues. En fait, comme, je t'ai expliqué, il a pas été romancé, tu as pu le voir. Il y a des chapitres courts pour que ça mette une claque au lecteur, justement, pour qu'il comprenne, mais aussi pour des femmes battues ou des hommes battus qui lisent ce livre et qui ne peuvent pas l'avoir chez eux. Mais on peut le trouver chez des médecins, chez des avocats et là, ils ont le temps de le lire et donc de se dire: «Putain, c'est ma vie, en fait. C'est ma vie» et donc lorsque chez moi, par exemple, chez l'avocate, on dit: «Mais en fait, c'est ma vie», je dis: «Mais en fait, on va pas partir sur un divorce à l'amiable, on va faire autre chose, quoi». Tu vois? C'est de s'identifier. Ce livre-là, il est pour, ça fait beaucoup plus qu'une phrase, hein, tout ça, mais ce livre-là, c'est l'histoire vraie, c'est l'emprise expliquée, dans un livre. Petite question, est-ce qu'il existe en format audio? Oui, il existe en format audio. OK, donc pour les personnes qui ne peuvent pas le transporter pour être discrètes, ils peuvent aussi Ouais, l'écouter,
s'ils ont Ouais, un tout à peu fait. de Et toi. sur Amazon ou sur Hello Édition. Nickel. Merci Marie-Christine pour ta confiance, pour ta sincérité et pour ce livre. Quand les portes et les volets sont clos, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une réalité que beaucoup vivent encore aujourd'hui. Et cet échange peut permettre à quelqu'un de se reconnaître et je pense qu'il va aider beaucoup d'auditeurs ou même aider des personnes à aider leur entourage qui peut être dans ce genre de situation, de comprendre et de ressentir moins seul. Il est essentiel. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Christine. Comment on fait pour te retrouver? Donc moi, dans la vidéo YouTube, parce que ce podcast vidéo sera mis sur YouTube, bien évidemment, les liens, le lien de ton livre. Comment on fait si on veut te joindre? Alors, on me retrouve sur Instagram, Marie-Christine Renaudot, auteure conférencière. Et on me trouve sur Facebook aussi, MC Renaudot, sur TikTok aussi également. Ah, t'es ultra connectée. Ouais, je suis sur les réseaux, ouais. Ouais. Et j'ai pas mal de retours et je discute pas mal avec des personnes en me disant, mais parfois, qui ont des doutes, tu vois, en disant, ouais, je sais pas trop. Et on papote un peu et savoir si c'est juste la première fois que ça se passe ou si avant il y a eu des petits trucs et en discutant, tu te rends compte qu'il y a eu des petites choses qu'elle n'avait pas forcément vues. Et voilà. Et Marie-Christine, elle se voit où dans 3 à 5 ans? Je sais pas, j'espère peut-être coach pour pouvoir se sortir de l'emprise et je le souhaite. Franchement, on va en discuter après. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin avant de clôturer ce podcast? Ouais, qu'il est possible de s'en sortir, on peut y arriver. Il faut pas désespérer, ce n'est pas simple, mais on peut y arriver. Si moi j'y suis arrivée, pourquoi pas vous? Complètement. Marie-Christine, ça reste quand même une femme comme vous et moi, un être humain comme tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, donc faut pas avoir de préjugés. Faut essayer de comprendre qu'est-ce l'emprise et qu'est-ce en fait une relation toxique et vraiment être résilient, bienveillant envers nous-mêmes, envers les personnes qui peuvent vivre ça, ou leur apporter notre soutien autant qu'on peut. Ouais. Et dans la bienveillance. Exactement. Prenez soin de vous. Et on vous remercie beaucoup, chers auditeurs, auditrices, pour votre présence aujourd'hui. Et je vous dis à très vite. Et moi, je vous retrouve tous les 10 jours pour un nouveau podcast avec un nouvel auteur et un nouveau sujet. Merci beaucoup. Merci.